Bienvenue dans Figure de style, l'actualité culturelle en toute liberté. Journaliste, critique de cinéma chez Amina, chercheur en littérature, poète, initiateur du mouvement La Néo-Négritude, Thierry Sinda est notre invité pour ce deuxième numéro. Rencontre donc avec une sommité des lettres francophones et francophiles. Bonjour Monsieur Thierry Sinda. Bonjour Monsieur Baouna. Alors, dans quelques jours, ce sera la 13e édition du festival Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs. En quoi consiste ce festival, en quelques mots? Oui, donc effectivement, ça fait 13 ans, 13 années consécutives. C'est le seul festival qui réunisse l'Afrique, la Caraïbe, l'océan Indien en France. Alors la thématique cette année, c'est le grand XXe siècle, ça c'est la thématique générale du Printemps national des poètes, et nous avons rajouté l'apport de la francophonie. Et nous avons 3 commémorations. Alors bien sûr le centenaire de Bernard Dadier, qui est vivant, et que nous joindrons par Skype, parce qu'il y a des nouvelles technologies. Ça c'est une très bonne chose, oui. Le 60e de Black Label, de Léon Gontran Damas, donc c'est un recueil de poèmes, voilà, et puis donc il y aura le petit-fils d'Aimé Césaire qui nous a fait l'amitié de le mettre en musique avec Evelyne Pellerin-Goma. Et ensuite, par rapport à chez vous, le Congo, ben, il y aura chez nous, parce que vous êtes originaire. C'est une chaîne, bien sûr, mais c'est une chaîne, donc je parle congolais. Donc il y a donc les 60 ans donc, du Grand Prix de l'AEF, de Martial Sinda, donc le premier chant du départ. Et donc c'est la première fois que ce prix va être remis à un blanc. Donc nous avons ce genre de commémoration, et n'oublions pas, puisque notre premier parrain, c'est Jacques Rabé-Manonzar, nous avons aussi une journée dédiée à la poésie malgache francophone. Alors donc, pour cette 13e édition, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, sera marquée par la présence du petit-fils d'Aimé Césaire. Hein. Donc, bon, on sait bien le lien qui vous unit à la négritude. Est-ce que c'est pour tenir allumée la flamme de la négritude que vous avez souhaité sa présence ou bien pour une autre raison? Vous savez, il y a Francine Ranève, qui est la nièce de Flavien Ranève, qui est dans l'anthologie de Senghor. Il y a moi-même, qui suis fils de poète de la négritude et initiateur de la néo-négritude. Il y a Christophe Césaire, il y en a beaucoup. Okay. Donc voilà, nous sommes nombreux, nous sommes des héritiers de la négritude, donc c'est la néo-négritude, et il y a aussi des gens qui ont un lien filial. Voilà, et nous les prenons selon le cas qui se présente. Donc on l'aura compris, hein, que la poésie vous est chevillée au corps. Alors donc vous avez publié récemment ce volume très atypique, hein, une anthologie de la poésie sur le thème de l'amour, rassemblant 55 auteurs avec des textes tels que Rose aux cheveux crépus, Muse aux lèvres charnues, Mon amande, ma muse cannelle, Les joyeuses îles Canaries, Nanou, Mon soleil outre-mer, Femme palmier, et j'en passe. Alors, comme l'a écrit Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal et l'ancien numéro 1 de la francophonie, est-ce que c'est une magie surréelle? En tout cas, l'expression sur cet tag m'a bien plu. Pourquoi? Ah ben, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Dans son avant-propos, hein, je dis bien que c'est Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf a eu des mots qui sont tout à fait plaisants. Et ce qui est important, c'est que c'est l'héritier culturel et politique de Senghor. Mais donc pourtant, vous voyez, nous sommes encore dans la chute de la négritude. Mais pourtant, il n'est pas poète, Abdou Diouf, comme il le dit. Ah, il n'est pas poète, mais comme il le dit lui-même, il a vécu dans la poésie. Dans la poésie, grâce à son mentor, le président Senghor. Et il a d'ailleurs une très belle phrase où il dit que on peut associer la poésie à la personne de Senghor, si tant est qu'on puisse associer ce genre majeur à la personne de Léopold Sédar Senghor, qui est mondialement connu. Je discutais encore dernièrement avec le patron d'Amina, et M. Michel de Breteuil, et il disait que c'est très rare d'avoir un homme qui est connu dans les lettres, hein, comme ça, et qui en même temps est un homme politique. C'est un cas unique dans le monde. Alors, les vers que vous avez cités, justement, ce sont des vers de la néo-négritude. Nous voulons que les poètes de la néo-négritude
qui sont en France. Hein, c'est un mouvement diasporique. La néonégritude, c'est diasporique. La négritude, c'est diasporique. Ça ne peut pas exister en Afrique. En Afrique, c'est la littérature congolaise, c'est la littérature ivoirienne, c'est la littérature de RDC, etc. Donc, nous voulons qu'il s'exprime en utilisant des termes qui enrichissent la langue française. Nous n'allons pas célébrer l'être noir ou métissé comme le fait Victor Hugo, comme le fait merveilleusement Baudelaire et Victor Hugo, etc. Voilà, donc on trouve nos propres termes, et c'est ça le mouvement de la néonégritude, et c'est pour ça que cette anthologie des poèmes d'amour des Afriques et d'ailleurs est un manifeste de la néonégritude. Alors, pour prolonger le propos d'Abdou Diouf, il faut rappeler aussi qu'il y a Madame Georges Paul Langevin, l'actuelle ministre des Outre-mer ici en France, qui a aussi rédigé un avant-propos. Et d'ailleurs, elle dit une belle phrase, d'ailleurs, que c'est une contribution à la diversité féconde, ou encore cette œuvre constitue un outil pour tant d'enfants aux prises avec les difficultés d'apprentissage et dont les références culturelles plongent leurs racines en terre africaine. Alors, je voulais savoir, c'est très important pour vous les racines africaines comme source d'inspiration? Effectivement, Madame Paul Langevin, qui était à l'époque ministre déléguée à l'enseignement, elle est maintenant à l'Outre-mer. Oui, à l'époque où elle a rédigé c'est ainsi que je lui avais demandé amicalement de faire cet avant-propos. Et il est important que les jeunes issus de l'immigration africaine et autres puissent avoir retrouvé leurs racines. C'est ça qui fait qu'il y aura une tranquillité sociale en France. Parce que ces jeunes ne parviennent pas à s'identifier à des modèles. Lorsque vous regardez le printemps national des poètes, j'ai regardé la liste des poètes qu'il célébrait, mais mis à part Césaire et Senghor, tous les autres poètes noirs n'existent pas. Donc si vous vous rendez compte, si vous amenez cette liste dans les écoles, ça veut dire qu'il n'y a pas de poètes noirs. Et heureusement que nous sommes là pour rectifier cette erreur et permettre aux jeunes de montrer que la poésie du monde noir existe bien, celle d'hier avec les grandes figures et celle d'aujourd'hui que nous représentons, que nous essayons de représenter avec brio. Nous reviendrons d'ailleurs à propos des Jeux de banlieue dans la deuxième partie de cette émission. Alors, à propos des racines, donc c'est pour cette raison que vous êtes allé en Afrique. Je rappelle que vous êtes né en France ici et que vous n'avez découvert l'Afrique à l'âge de 13 ans. Oui, je suis né dans la même clinique que Johnny Hallyday, voilà, dans le 9e arrondissement, où nous allons aussi nous produire, Villa Marie-Louise. Mais c'est que les gens qui sortent de cette clinique ont souvent des choses singulières. Et donc, je suis né effectivement en Afrique, ici à Paris, dans le 9e. Mais vous n'avez connu l'Afrique à l'âge de 13 ans. Et ensuite, évidemment, mon père est allé au Sénégal, vous savez, donc voir son comment on appelle ça, son père spirituel, Senghor, Léopold Sédar Senghor, à l'époque président de la République à l'époque, et donc c'est le premier pays que j'ai connu, c'est le Sénégal. Quand je vais au Sénégal, je suis chez moi, et quand vous allez au Congo, on m'accueille à bras ouverts, et après le Sénégal, je suis allé en Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, qui était un ami de mon grand-oncle, le président l'abbé Fulbert Youlou. Donc c'est là où j'ai passé beaucoup d'années, plus qu'au Sénégal, et donc on m'accueille aussi à bras ouverts. Et quand je suis au Congo, je pense qu'il ne faut pas oublier que je suis le descendant de Biza et qu'à ce titre, je suis un chef traditionnel. Ça, vous pouvez dire. Et c'est pour ça, alors donc de tous ces voyages en Afrique, il en est ressorti en quelque sorte ce recueil aussi que vous avez écrit en 1988, mais publié seulement en 2003, Voyage en Afrique, à la recherche de moments enivrés. Oui, c'est une œuvre de jeunesse, effectivement. Pourquoi ce mois enivré? D'un jeune français, noir, comme vous l'avez souligné, qui se rend en Afrique. Et alors, d'abord, il y a l'enthousiasme, parce que l'Afrique, vous pouvez voir des gens qui fument, comme on dit là-bas, un bâton, c'est-à-dire, ou une tige de cigarette, c'est-à-dire une cigarette, et vous dites, c'est folklorique, c'est merveilleux. Et ensuite, vous vous rendez compte qu'il achète une tige ou une cigarette parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, tout de suite, il y a la désillusion. Et ce recueil traduit cela. Mais vous savez, heureusement, enivré, parce que vous savez, il y a eu le bateau ivre de Rimbaud. Moi, j'ai mon mot enivré, c'est-à-dire chercher
quelque chose où vous n'êtes ni noir ni blanc, vous êtes vous-même au plus profond de vous-même. Alors, et c'était l'Afrique qui devait me permettre de faire ça. Mais je dirais que depuis cette œuvre de jeunesse, où je ne renie pas mes poèmes, il y en a qui sont très bons, eh bien, j'ai beaucoup appris sur l'Afrique. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique également. Et ça vous sert en tout cas dans vos écrits, dans vos poésies. Pour revenir à cette anthologie, à ce recueil, alors j'ai été frappé par la forme. On dirait que c'est une poésie graphique, on dirait le Apollinaire, qu'en dites-vous, vous et vous-même? Oui, il y a effectivement un chercheur en littérature qui est bien connu, d'ailleurs que j'ai vu sur votre émission, qui s'appelle Jacques Chevrier, qui a eu la gentillesse de me mettre dans son anthologie de poésie africaine. Il y a eu 9 nouvelles perles, donc j'en faisais partie. Et il m'a effectivement comparé à Apollinaire. Alors c'est vrai que oui, noir, parce que je suis noir. Voilà. Si j'étais blanc, je serais Apollinaire lui-même ou l'Apollinaire blanc. Mais en fait, quand vous voyez Apollinaire fait des calligrammes, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de la Tour Eiffel, il la dessine. Voilà. Moi, je fais des calligrammes, mais je fais aussi comme Picasso. Je fais comme Dali, c'est-à-dire que les choses sont mises de manière éparse sur une toile. Quand vous lisez, vous voyez le poème, vous avez une sensation, comme quand on regarde un tableau, vous avez une sensation. Voilà, et cette sensation, vous devez la retrouver en rentrant dans le poème. Si vous ne la retrouvez pas, c'est soit que vous n'êtes pas sensible à ma poésie, soit que je suis passé à côté de ce que je voulais rendre. En tout cas, vous écoutez, on dirait que la poésie vous possède. Je vais vous proposer une petite pause musicale. Je vais vous proposer une chanson et puis nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission. Très bien. Est-il interdit d'aimer une fille de notre pays? Est-il interdit d'aimer une fille de notre continent? Samantha, ir avec moi en Afrique au nom de l'amour. Samantha, ir avec moi en Afrique au nom de l'amour. Est-il interdit d'aimer une fille de notre pays? Est-il interdit d'aimer une fille de notre continent? Samantha, ir avec moi en Afrique au nom de l'amour. Samantha, ir avec moi en Afrique au nom de l'amour. Est-il interdit d'aimer une fille de notre pays? Est-il interdit d'aimer une fille de notre continent? Samantha, ir avec moi en Afrique au nom de l'amour. Samantha, ir avec moi en Afrique au nom de l'amour. Est-il interdit d'aimer une fille de notre pays? Est-il interdit d'aimer une fille de notre continent? Alors, chérie Sinda, vous connaissez bien cette chanson, n'est-ce pas, de Pamelo Mouka? Oui. Samantha Trésor Windou. Oui, c'est une... Elle vous inspire quoi, cette chanson? C'est une fort belle chanson, et Pamelo Mouka est un poète, voilà. Ma chanson préférée de Pamelo Mouka, c'est L'argent appelle l'argent. Voilà. Naturellement, ça c'est la chanson qu'il a propulsée. Exactement, mais elle était déjà très connue en Afrique avant cette chanson. Alors, donc moi si j'ai choisi Samantha Trésor Windou, c'est qu'il y a dans votre ouvrage un texte qui m'a fait frémir, La négresse à blanc. Je vais vous lire ce poème qui est de vous. Oui, vous allez lire un extrait. Un extrait. Si vous voulez lire le poème... Parce qu'il est long, justement. Voilà, il faut le lire dans le livre, si vous voulez lire entièrement. La négresse à blanc. La négresse à blanc est la belle noire qui se donne à un homme blanc parce qu'il est blanc. Elle refuse de se donner à son frère noir tout simplement parce qu'il est noir. Sombre comme la nuit, sombre comme le temps, les jours de tristesse. Pour l'avoir, il faut être blanc et lui sourire. Elle vous répond qu'un beau sourire naturel qui vous laisse voir la blancheur de ses dents. La négresse à blanc, c'est une feuille morte, une feuille pourrie d'un bel arbre éternel. Monsieur Tchélissim.
Quid donc de l'exotisme? Pourquoi reprochez-vous à cette noire d'aimer les blancs? Je vous ai précisé dans mon recueil Voyage en Afrique, à la recherche des moments enivrés, que j'y étais parti comme un poète anthropologue. Et donc j'ai constaté, comme ça existe ici, qu'il y a des personnes qui vont aller avec d'autres personnes tout simplement parce qu'ils ont les poches pleines. Donc moi, je suis un humaniste. Le mouvement de la néo-négritude est aussi un mouvement humaniste aussi, comme le mouvement de la négritude. Et toute personne, d'ailleurs la suite du poème se dit, toute personne, quelle que soit leur race respective, entre guillemets, puisqu'il n'y a qu'une seule race, leur couleur, dirons-nous, peuvent se marier s'ils s'aiment. S'ils s'aiment, mais s'ils viennent vers quelqu'un, même si c'est une personne de même couleur qu'eux, s'ils viennent tout simplement parce qu'il parle bien, ou parce qu'il fait de la bonne poésie, ou parce que ses poches sont pleines, ça, ce sont des actes qui, pour moi, vous voyez, je les dénonce, je les condamne. Donc, vous dénoncez la prostitution en quelque sorte? Vous voulez dire que cette négresse à blanc va chez les blancs parce qu'ils trouvent s'en prendre. Quand vous dites prostitution, c'est quand même particulier. C'est très fort, parce que les péripatéticiennes, elles ont un tarif, ce sont des rapports tarifés. Mais là, c'est tromper la personne. Là, c'est tromper la personne avec laquelle vous êtes. Vous lui dites les plus beaux d'amour. Si vous savez écrire des poèmes, vous lui faites de beaux poèmes d'amour, tout simplement pour arriver à votre fin, c'est-à-dire atteindre, si je puis m'exprimer ainsi, son portefeuille, plus que son cœur. Et Baudelaire, parlons des nôtres aussi, poète très connu, que vous avez d'ailleurs cité, en l'occurrence Baudelaire. Est-ce que lui, il n'aimait que la femme noire? Alors, Baudelaire avait deux types de femmes, qui en fait, il n'a rien inventé. C'est-à-dire que Baudelaire était marqué tout simplement par la culture française. Et l'exotisme dont vous parlez, Baudelaire, qui était une personne qui avait des difficultés quand il était jeune, de comportement. Donc son beau-père, le commandant, le colonel Opic, qui sera, on dit souvent le général, mais à cette époque il était seulement colonel, va envoyer Baudelaire pour l'éloigner vers des îles, et son bateau va être naufragé, va se naufrager, et donc ils vont tous s'arrêter à l'île Bourbon, c'est-à-dire à l'île de la Réunion. Et là, le jeune Baudelaire, qui devait fumer les paradis artificiels, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qui fumait de la drogue, etc., il va découvrir la beauté de la femme noire, qu'il va chanter dans des poèmes comme Parfum exotique, etc. Donc il chante la femme noire. D'un autre côté, cette femme noire, elle est physique. D'un autre côté, Baudelaire a un amour platonique vis-à-vis de la femme blanche. Et donc, il y a ces deux muses qui ne sont pas seulement des muses de papier, qui sont des muses réelles. Il y a Jeanne Duval, qui est haïtienne, avec laquelle il vivra 17 ans. Et puis, il y a Madame Sabatier, sur laquelle Baudelaire n'a cessé de fantasmer sans pouvoir avoir de contact physique. Donc, il y a en rappelant que ce n'était qu'un amour platonique. Alors, cher Thierry, figurez-vous que j'ai retrouvé un article de vous dans le journal La Croix, en 2006, que vous avez un article publié en 2006, et que vous avez titré « La peau noire n'est pas une fatalité en France ». Et d'argumenter que dans les banlieues, les jeunes manquent seulement de lignes d'orientation et d'ambition. Donc, oui. Toujours dans le même ordre d'idée, est-ce si vrai? Alors, c'était à l'époque... en 2006. C'était en 2006, c'était le centenaire de Senghor. Donc, il y a 10 ans à peine. J'ai proposé à la Croix, justement, de faire un cahier Senghor, ce qui a été fait avec le président Abdou Diouf et 2 ou 3 autres personnes. Et moi, j'ai montré, effectivement, qu'on manquait de repères. Le titre n'est pas de moi. Vous savez qu'il y a parfois dans la presse des titriers. Le titre m'intéressait également. Mais j'ai surtout montré que les jeunes de banlieue, comme je l'ai dit auparavant, ont besoin de repères. On ne peut pas faire le printemps des poètes en France en oubliant M. Bernard Dadier, qui a 100 ans, en oubliant des poètes qui ont publié chez Segers comme Martial Sina. Non, mais là, nous parlons des jeunes de banlieue. Oui, justement, c'est à leur attention que nous faisons, justement, ce printemps des poètes. Alors, ils viennent pas, mais vous savez, ils sont très branchés sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet de faire véhiculer des idées en disant, encore une fois,
Baudelaire existe, Victor Hugo existe, mais il y a aussi Senghor, Dadier, Damas, Martial Sinda, Tikao Tomsi, etc. Il y a du monde. Là, en quoi la poésie d'amour, par exemple, dont nous parlons ici, pourrait-elle être engageante, par exemple, à pousser les jeunes des banlieues qui se sentent, comment dirais-je, marginalisés, à aller de l'avant, à avoir de l'ambition? Vous savez, les jeunes de banlieue, on en a beaucoup reçus, parce que nous avons souvent des slameurs. Vous savez, je suis le premier à avoir mis dans un journal le nom de Grand Corps Malade. Ça, c'était Saint-Denis. Ils sont venus il y a quelques années. Maintenant, c'est une personne qui est dans le showbiz. Donc, ces jeunes de banlieue, ils viennent et ils voient que leurs pères ont la faculté d'exister, que ce ne sont pas seulement des balayeurs, que ce ne sont pas seulement des gardiens. Donc, il est important que ces jeunes de banlieue aient des modèles positifs. Si on ne donne pas ces modèles positifs, ça s'est déjà vu en 2005, je vous assure que les banlieues vont exploser. En tout cas, quel message encourageant de votre part. Bon, si vous le voulez bien, cher Sinda, parlons de votre père. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il a écrit ce recueil de poèmes d'ailleurs. J'aime bien un texte ici. Oui, premier chant du départ. Ouais, à mon père et à Joël Bikuta, mon oncle. Tout en rêvant à mes malheurs, je marche, la tête baissée sur mon chemin de lutte, sur mon chemin épineux. Mais où me conduis-tu, chemin des plaintes, qui n'a point de soirée, de sortie, pardon, excusez-moi. N'ai-je donc quitté mon pays, ce pays des palmes sacrées, ce pays de joie et de danse, que, pour peiner et souffrir, j'étais en Afrique, je suis en France, bientôt en route pour le pays de l'éternité, où j'entendrai la voix de la paix, la voix de la vengeance. Ô sève rouge qui bouillonne dans les fils de mon corps. Lui, il vous a transmis naturellement ce talent de poète. Je rappelle qu'il est le premier poète, presque de l'AEF, puisqu'il a reçu aussi le prix de l'AEF. Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous savez, je ne sais pas si la poésie se transmet par les gènes. Mais tel père, tel fils, c'est possible. Même si c'est un cliché. Mais même si vous ne voyez pas, je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs, je m'assois devant une feuille de papier et je travaille très dur. Je travaille très dur parce qu'il ne suffit pas d'être le fils d'un tel ou d'un tel pour faire de la poésie. Je travaille très dur. Il y a néanmoins un double lien. Oui. Lien biologique. Oui. Lien littéraire. Oui, tout à fait. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Oui, non. Ce serait vraiment bien faire sûr. preuve de fausse modestie. Vous connaissons. Non, mais je suis tout à fait... Nous sommes dans la néo-négritude. C'est un poète de la négritude. C'est le premier poète, vous avez de l'Afrique équatoriale française. Vous savez, il habitait avant chez le sénateur Jean Malonga. Alors, quand vous prenez, à Paris, voilà, qui est son parent. D'ailleurs, je vous dis ici que l'auteur de Cœur d'Arienne et la légende de Mfumu Mazono, qui a été mise d'ailleurs portée à l'écran au cinéma par Sébastien Comba. Bon, et vous savez, je détiens même un inédit que mon père m'a transmis. Ça, c'est des liens familiaux. Bon, je vais voir ce que je vais en faire. Mais avec Jean Malonga, avec Tikao Tomsi, il représente l'année zéro de la littérature congolaise. Puisque, à l'époque, ce n'est pas le Congo, c'est l'Afrique équatoriale française, aussi bien le Gabon, etc. Une colonie. Donc, si les pays africains fonctionnaient, ce soixantenaire serait fêté au Gabon, dans plusieurs pays de l'ancienne AEF. Donc, ensuite, vous revendiquez en quelque sorte de cette personnalité-là. Non, je vous dis, parce que je suis aussi... historien de la littérature, je vous dis que c'est Tikao Malonga, Martial Sinda et Tikao Tomsi, je donne dans l'ordre, représentent l'ossature de la littérature congolaise et qui représente l'an 0. Quand vous avez l'an 1, c'est-à-dire vers la fin des années 60, chez les éditions Clés, Yaoundé, vous allez avoir le poète de la mer, Tati Loutard, vous allez avoir, ils ne sont pas nombreux, vous allez avoir Maxime Debeka, vous allez avoir Patrice Loni, voilà, il y a très peu. Et ensuite, l'an 2, c'est l'an qui est très florissant, c'est-à-dire ces années 70 où vous allez avoir les Henri Lopez, les Makuta Mbunku, les Lantembe Ambili, les Sylvain Bemba, ils sont très nombreux. Et vous avez Seni Laboutansi, bien sûr, et vous avez
2 livres, c'est un âge florissant, vous avez 2 livres très importants dans cette période. Alors il y a l'anthologie de la littérature d'expression congolaise de Jean-Baptiste Atilutar, donc qui est publié en 1976. Voilà, et puis c'est le premier livre qui étudie la littérature congolaise. Et puis ensuite vous avez le livre des chemins, un panorama critique de la littérature congolaise, qui est publié en 1979. Donc c'est presque l'âge d'or, les années 70, c'est presque l'âge d'or de la littérature congolaise, c'est l'an 2. Puisque la majorité des écrivains congolais ont aussi été des hommes politiques, donc c'est pour faire le lien avec la question que je vais vous poser. Alors vous, en tant que Congolais aussi d'origine, quel regard portez-vous sur la campagne présidentielle actuelle? Vous savez, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes pessimiste comme on le voit ici ou là? Vous savez, je passe tellement de temps. Vous voyez la dimension de ce livre. De ce recueil, oui. Cette anthologie. Vous n'avez pas dit, ça fait plus de 624 pages. C'est énorme. Il faut être courageux pour le lire. Pour le faire. Je suis en train... Et il y a aussi des inédits, d'ailleurs. Il y a aussi des inédits. Donc, j'ai la tête tellement plongé. Vous avez oublié le Congo. J'ai un festival qui va se faire dans 4 jours. Dans 4 jours, donc du 14 au 20, dans des lieux superbes tels que Paris, à côté du Moulin Rouge, et là on fera la poésie malgache, à la Société des poètes français, créée par Sully Prudhomme, et aussi dans le 5e arrondissement, quartier latin à la clé. Donc je suis tellement préoccupé par cela que vous avez complètement zappé, comme on dit, entre guillemets. C'est pas que j'ai zappé, mais je n'arrive pas à suivre l'actualité au Congo politique, mais je sais qu'il y a des élections, je crois, dans quelques jours, mais je souhaite qu'elles se déroulent dans l'apaisement, dans la paix, qu'il n'y ait pas des morts inutiles. Parce que ça, c'est quand même très grave quand il y a des morts inutile. Ok, bon, revenons à la poésie chez Elsinda. Si je vous dis enjambement, vous répondez quoi? Vous me dites quoi? Enjambement, vous avez des rimes. Enjambement, vous avez des vers qui se rencontrent. Enjambement, le poète peut gloser sur l'enjambement de maintes manières. Est-ce que vous pouvez me lire un poème dans ce livre-là, dans ce recueil, dans l'anthologie, oui, pour essayer justement de montrer à nos téléspectateurs l'enjambement, le l'enjambement avec votre son à vous, cher Sinda. D'accord. Donc je vais lire un de mes poèmes qui s'appelle Gribouille estivale et que j'ai écrit à 4 heures du matin à Paris le 24 juin 2006. Je vous en prie. D'accord. Allez-y. Ton fauteuil spacieux, comme une feuille, s'envole de mon esprit jusqu'à l'extrême oubli. Ton coin de lit, japonais, grandement me manque et me pèse lourdement, comme nos doux conflits qui minent l'esprit jusqu'à une sombre jouissance créatrice de vie. Dans l'oubli de toi, ô si douce et si cruelle muscannelle, j'entends encore, au loin, très loin, ton impuissant sourire, triomphant et triste, de bel être en longue mutation, plein d'éclats de douleur. Ô si douce et si cruelle, muscannelle, aux cheveux bouffants, si absorbants, et où jadis je rayonnais comme des perles de diamant, éclairé par la lumière claire-obscure de ton cœur en souffrance. Je bêle alors, en inhalant jusqu'à la petite mort, ton parfum cannelle, si toxique et si inoffensif, de par le filtre redoutable de mes narines tiennes et à l'inverse de ton flux jumeau. Comment se peut-il que mon amande, ma muse cannelle des joyeuses îles Canaries, soit si douce amère dans son bateau qui tangue sur une mer d'amour. Eh bien, quelle beauté, quel son. Merci. On sent la poésie ancrée en vous, chevillée en vous, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire. Alors, merci.
vous posez une question dans le poème que nous venons d'entendre. Comment se peut-il? Alors, donc, comment se peut-il que la revue littéraire du Monde Noir n'ait pas paru ces jours-ci? Pourquoi? Vous savez, c'est une... Parce que je rappelle que vous êtes le cofondateur de cette revue. Effectivement, avec, je crois qu'il faut la montrer à l'antenne. Effectivement, je suis le cofondateur avec M. Michel de Breteuil, qui est l'inventeur du magazine Amina. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Auquel vous collaborez d'ailleurs. Auquel je collabore en cinéma. Son père lui-même était inventeur de bingo, Charles de Breteuil. Et donc, nous avons travaillé sur ce numéro qui a eu beaucoup de succès, mais vous savez, c'est un homme âgé qui a beaucoup de choses actuellement. Il a pris un peu de recul, c'est sa fille Nathalie qui gère le journal. Donc, on a fait 2 numéros qui ont été salués jusqu'en Afrique, en Belgique, en France. Et pour l'instant, voilà, on s'est arrêté là, c'est en stand-by. Donc ça reviendra, donc espérons que, voilà. Comme on dit dans les pays musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh bien, c'est sur ces mots, cher Thierry, que nous allons mettre un terme à cette émission. Et puis voilà, en tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et vous avez un dernier mot à dire à propos du festival, notamment. Oui, à propos du festival, donc le programme peut se trouver en cherchant... Dans un TV partenaire aussi. Voilà, un TV partenaire. En cherchant, nous sommes très bien référencés sur Internet, c'est tout un art. Ils cherchent Printemps des poètes, des Afriques et d'ailleurs, sur Google. Ils auront tout le programme. C'est la 13e édition. Et j'espère que les téléspectateurs de Zana TV et d'ailleurs viendront très nombreux. Très nombreux. Et bien voilà, en tout cas, on vous y attend. Nous, de notre côté, nous y serons. Merci, à très bientôt. Merci à vous.